Herzlich willkommen, Michaela Wiegel. Vous êtes journaliste, correspondante à Paris pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidien de référence en Allemagne. Vous êtes auteur de plusieurs enquêtes remarquées sur plusieurs présidents de la République française et vous êtes spécialiste de la relation franco-allemande. Avant de vous donner la parole, nous avons Léandre, notre jeune étudiant, et qui va vous poser la première question qui, je crois, va constituer une belle introduction à notre entretien. Bonjour à tous. Merci, Madame Wiegel, pour votre présence. J'ai une petite question. J'ai remarqué que lorsque je demandais à mes proches, surtout membres de ma famille, ce qui, selon eux, illustrait les relations franco-allemandes, ils avaient tous des réponses différentes, légèrement différentes selon leur expérience en tout cas. Mes grands-parents, par exemple, répondaient la Deuxième Guerre mondiale. Mes parents répondent la guerre froide. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous, personnellement, vous avez une anecdote ou une expérience qui illustrerait ces relations franco-allemandes? Et en complément, deuxième petite question, est-ce que selon vous, l'Europe a-t-elle un avenir dans ces constructions? Et si oui, forcément oui, est-ce que c'est bien au couple franco-allemand d'en impulser ce nouvel élan? Alors, Michaela, vous êtes une observatrice avertie de la politique française. Pour vous, le franco-allemand est-il une réalité ou parfois plutôt un affichage côté français? Oui, alors bonjour et tout d'abord, merci beaucoup pour cette formidable initiative. Alors, beaucoup de questions. Je trouvais très pertinente la question de Léandre Lepers. Et effectivement, il a dit que deux générations, c'était en quelque sorte, l'Europe, c'était pour protéger contre la guerre froide. Et quand j'y réfléchis aujourd'hui, je trouve qu'on est, je suis vraiment la première génération, on a l'Europe pour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'Europe pour, c'est justement, on peut l'utiliser pour créer notre avenir. Alors, ça paraît très abstrait, mais c'est des choses très concrètes. C'est-à-dire voyager, étudier, travailler dans un autre pays. Tout ça, on a un peu l'impression, comme l'euro qu'on a dans notre portefeuille, que ça va de soi. Mais je crois que ça ne va pas du tout de soi. Et Alex Taylor probablement peut en parler un peu avec le Brexit. Et donc, je crois réellement, c'est ça, l'avenir de l'Europe. J'ai une autre question à répondre, c'est est-ce que c'est juste un affichage de franco-allemand? Alors, effectivement, on peut se dire que c'est devenu une routine, il y a beaucoup de relations institutionnalisées, mais le cœur parfois n'y est pas. Mais je crois quand même, malgré tout, cette origine qui vient du fond de notre histoire, de cette opposition et souvent cette rivalité franco-allemande, elle reste vivace. Et donc, je crois qu'il est très, très important d'y travailler tous les jours et de surmonter nos tendances naturelles. Vous avez parlé du Brexit, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe et pour le couple franco-allemand ou est-ce que c'est une mauvaise chose pour l'Europe? Alors, je suis aussi plutôt une optimiste. Alors, je suis très triste que nous n'avons plus la Grande-Bretagne avec nous. Je le regrette beaucoup, surtout par rapport à ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que l'Europe est vraiment un projet d'avenir pour les jeunes générations qui peuvent faire des parcours très différents et ça va être de plus en plus difficile. Mais nous voyons aussi que justement ces nationalismes petits, avec des enjeux souvent ridicules, et ces nationalismes sont de retour. On l'a vu tout récemment avec cette dispute sur les droits de pêche autour de Jersey, même si je ne veux pas exagérer ce conflit, mais on voit dans les réactions que malgré tout, ça peut revenir très vite. Alors, parmi les questions qui sont souvent revenues parmi les jeunes, Michaela, il y a la place de l'Europe face au reste du monde et sa capacité à défendre son rôle et surtout ses valeurs dont on parle souvent face à des puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie ou aussi la Turquie qui concerne beaucoup aussi l'Allemagne pour conserver et consolider son unité.
Alors, comment est-ce que vous interprétez les turpitudes européennes face à des stratégies établies et menées avec conviction par la Chine, par les États-Unis et par la Russie? Oui, je dirais là, on est vraiment au cœur aussi de la question pourquoi la France et l'Allemagne doivent travailler ensemble. Parce que justement, nous avons en Europe, dans tous les pays européens, des traditions très différentes vis-à-vis du monde extérieur et vis-à-vis de la gestion des crises. Vous avez des nations comme l'Allemagne qui a renoncé quasiment à jamais à utiliser la force militaire comme moyen de pression. Et on a des pays comme la France, dont la tradition d'avoir aussi le facteur militaire, d'avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité, crée une réaction totalement différente. Et je pense réellement, nous sommes dans une étape un peu douloureuse, un peu entre deux, de créer, d'élaborer une politique extérieure pour l'Europe. Ça ne marche pas encore très, très bien, mais je crois que c'est vraiment une nécessité parce qu'on est entouré de plus en plus des puissances comme la Turquie, la Russie et aussi la Chine, qu'on appelle désormais un rival systémique, des puissances qui ne nous veulent pas forcément du bien. Est-ce qu'on a été un peu nul en tant qu'Européens sur la question des vaccins? Alors, je crois là aussi, on est dans un sujet un peu où on est, c'est une nouvelle expérience. Comme souvent, une nouvelle expérience, on ne fait pas tout bien. Je crois que la bonne volonté était là au début, mais effectivement, comme le domaine de la santé, on avait, c'est un des rares domaines où on avait laissé vraiment les nations normalement tout gérer. En fait, on n'avait pas encore les compétences et capacités. Du coup, la logistique, on n'a pas fait ce que les États-Unis ont fait, c'est-à-dire passer en quelque sorte à une économie de guerre pour avoir toute la logistique. Parce que nous, on ne savait pas. Mais je pense quand même, on n'est pas encore à la fin et je crois que le regard va être plus bienveillant bientôt de beaucoup d'Européens parce qu'on va réaliser quand une bonne partie de la population va être vaccinée que malgré tout, on fait partie de ces pays heureux où le vaccin est accessible pour tout le monde et non pas selon ses revenus et ses richesses. Alors, parmi les questions qui nous ont été transmises, beaucoup d'interrogations sur la priorité pour l'Europe et pour le couple franco-allemand. Est-ce que cela doit être l'environnement pour certains, le modèle social ou fiscal pour d'autres, la prise de décision au sein de l'Europe, l'avenir économique? Pour vous, quel est le domaine le plus urgent et le plus stratégique dans lequel il est nécessaire de faire évoluer ce concept d'Europe? Alors moi, j'ai un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est cette initiative des universités européennes lancée par le président Macron lors de son discours de la Sorbonne, qui a pas mal marché. Il y a maintenant 41 universités européennes, mais je me dis, ça peut marcher à long terme uniquement si on en parle beaucoup plus et surtout si on met beaucoup plus d'efforts sur l'apprentissage des langues. Et je le vois dans le petit monde franco-allemand, et je ne le dis pas pour vexer l'anglophone Alex Taylor, mais je me dis, il faut vraiment, bien sûr, tout le monde doit apprendre l'anglais, mais il faut vraiment qu'on apprenne les langues des autres pays européens. Euh, je trouve le rêve que chacun parle au moins une autre langue à côté de l'anglais d'un pays partenaire. On doit en parler et on doit faire des efforts beaucoup plus importants. Ça, ce serait mon rêve pour l'Europe. Je vous rassure, Michael, je me bats pour le multilinguisme, moi anglophone, mais je me bats pour que chacun parle sa langue im Herzen Europas. Vous avez suivi vous-même les différents présidents de la République française et leurs ambitions
européenne. Vous connaissez les énormes différences institutionnelles qui régissent les pouvoirs entre un président et un chancelier ou une chancelière. Comment est-ce que vous analysez-vous, ce serait intéressant de savoir, le rôle du président de la France dans le cadre de la dynamique européenne et franco-allemande? Alors, le président Macron, il a commencé avec énormément de projets et beaucoup d'élan. Et je crois que effectivement, la réaction allemande n'était pas toujours telle qu'il avait espéré. Je crois que malgré tout, le constat aujourd'hui, il est très positif parce que beaucoup de projets ont été lancés. Mais en revanche, je crois qu'on est du côté allemand, mais aussi dans beaucoup d'autres pays européens, plus habitués à ce rôle d'un président français qui s'occupe de l'Europe comme d'un jardin à la française. Et on a un petit peu le sentiment qu'il est trop actif, qu'il coupe trop vite les haies, que nous, on voulait probablement laisser pousser et qu'il va trop vite aussi pour retourner une friche pour dire là, il faut qu'on mette cela, ceci. Et donc, c'est probablement l'autre côté de ce renouveau européen en France de la part d'un président très actif, c'est qu'il faut laisser un peu du temps aux autres à venir avec lui. Beaucoup de questions aussi sur la façon d'avancer dans le couple franco-allemand pour mieux donner cette impulsion à l'Europe. Est-ce que la voie suivie par le traité d'Aix-la-Chapelle, par exemple, est-ce qu'elle est suffisante? Qu'est-ce que vous attendez de la future présidence française de l'Union européenne dans ce domaine? Et selon vous, cette concordance est-elle favorable à des réalisations concrètes ou faut-il s'attendre à une volonté affichée complexe à mettre en œuvre en raison de la prédominance du débat national et de la prudence des dirigeants européens face à l'élection présidentielle française? Je cite, mais c'est une question qui a été envoyée. Oui, c'est une très très bonne question. Alors, je pense que c'est comme un peu le traité de l'Élysée. Le traité d'Aix-la-Chapelle, quand on le lit, sur toutes les questions, il est excellent. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore appliqué complètement. Donc, il faudrait vraiment faire entrer dans les actes ce traité. Je crois malgré tout, une des institutions, et vous en avez certainement parlé aussi, qui est très prometteur, c'est cette nouvelle assemblée parlementaire franco-allemande, qui est aussi un peu un bébé du traité d'Aix-la-Chapelle. Et je crois notamment lors des négociations sur les probables, les possibles fermetures de frontières, cette assemblée a vraiment montré qu'il était nécessaire d'avoir des parlementaires qui sont dans les circonscriptions et qui connaissent la réalité du terrain pour adoucir en tous les cas les réglementations. Et je pense que effectivement, on aura besoin de plus en plus des moyens à proximité proche des citoyens pour faire avancer cette coopération. Je ne vous apprends rien. Vous savez très bien qu'Annalena Baerbock est en haut des sondages pour le poste de future chancelière d'ici quelques mois. Est-ce que cela peut beaucoup changer la donne pour vous dans le cadre de ce couple franco-allemand? Alors, bien sûr, ça voudrait dire un rajeunissement. Le président Macron aurait d'un coup l'air presque vieux. En tous les cas, ça voudrait dire un changement de politique qui, non seulement en termes de contenu, mais qui est aussi générationnel. Alors, Annalena Baerbock, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a, pour l'instant, la France est un peu une feuille blanche pour elle. Elle a été à Londres, enfin, elle a été en Angleterre, et tout son parcours et en Allemagne du Nord et après pour sa circonscription à l'Est,
et moins orienté, on va dire, vers la France que par exemple le Robert Habeck qui s'est toujours beaucoup intéressé. Mais je crois qu'effectivement, ça pourrait donner un nouvel élan parce qu'elle mettra certainement en avant des aspects qui n'étaient pas importants pour la chancelière Merkel. Et en même temps, elle découvrira un petit peu la France. Et ça fait du bien aussi. Quand on ne connaît pas déjà un, deux, trois, je crois que c'est son 5e président, ah oui, Chirac, Sarkozy, Hollande. Et dernière question, l'Europe a beaucoup profité de ce moteur franco-allemand. Est-ce qu'on peut aussi dire que parfois c'est peut-être un handicap que l'Europe ait ce duo en tête et que parfois ça écarte les autres qui disent ah ben c'est toujours la France et l'Allemagne qui décident pour nous de toute façon. Enfin, je pose une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'il y a un argument pour dire ça? Oui, alors je crois le débat, il existait déjà à l'époque quand l'Europe était une toute petite communauté quasiment familiale. Effectivement, il y a toujours le problème d'une suprématie ou de duopole. Moi, je crois réellement qu'il n'y a personne plus malheureux que les autres Européens quand la France et l'Allemagne ne s'entendent pas du tout et que ça avance pas. Donc, je crois que c'est un tout petit peu un faux débat. Effectivement, je trouve, et cela est vrai aussi bien pour l'Allemagne que pour la France, ils doivent faire très attention de ne pas faire preuve d'arrogance, de ne pas faire passer leurs propres dessins avant ceux des autres et de les associer. Mais je crois, comme nos deux cultures et nos réflexes naturels sont tellement éloignés, une fois que la France et l'Allemagne trouvent un compromis, je crois on peut associer vraiment un large spectre d'autres pays européens. Michaela Wiegel, vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Vielen Dank.